Et c'est le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale qui vient désormais aussi lui répondre. Bonjour Éric Coquerel, merci d'être avec nous ce matin. C'est sans doute le jour J. D'ici ce soir, Sébastien Lecornu a promis qu'il trancherait 49.3 ou ordonnance. J'imagine qu'aucune de ces deux options ne vous satisfait. Mais si l'on comprend bien ce qu'Amélie de Montchalin a dit tout à l'heure, elle aurait préféré des ordonnances. Pour la stabilité, dit-elle, du pays, parce qu'au moins on était sûr d'avoir un budget, mais elle semble s'orienter vers un 49.3. Si toutefois les garanties, notamment du Parti Socialiste et de LR, de ne pas censurer, leur sont données d'ici ce soir, le PS a quand même l'air de dire qu'il ne censurera pas, votre ancien partenaire. Il a l'air, oui. Il prend même le récit du gouvernement. Donc, oui. Oui. En fait, ils font le même récit tous les deux, vous pensez même qu'ils sont tout à fait de mèche? Oui. Je donne un exemple, c'est-à-dire que dans ce qu'a présenté l'autre jour M. Lecornu, vous avez un mélange des genres. Alors, il y a des choses, par exemple, qui étaient déjà dans le budget, qui sont présentées comme des concessions, par exemple l'augmentation du budget de la défense, de la sécurité, de la justice. Il y a une deuxième train de mesures qui, de toute façon, il n'avait plus parce que ça avait été gagné par le Parlement, notamment lors des votes du Sénat. Et puis, vous avez des choses, par exemple, une chose qui m'a le plus halluciné, je crois, c'est qu'à un moment donné, ils présentent presque comme concession que MaPrimeRénov' va reprendre. Voilà. Ouais, sauf que MaPrimeRénov', c'était dans le budget initial, ça a juste été suspendu en la loi spéciale. Est-ce que vous vous dites quand même ce matin, Éric Coquerel, est-ce que vous vous dites, bon, c'est pas mal que ça se termine quand même cette histoire? Comment? Est-ce que vous vous dites quand même, ça y est, c'est bon, c'est pas mal que ça se termine cette histoire? Ah non, moi je me dis pas ça, parce que ce budget est mauvais pour le pays. Je me satisfais pas d'un budget qui est mauvais dans le pays, dans la période que nous vivons. C'est-à-dire d'un risque de reflux économique du fait de la consommation intérieure qui baisse, le fait qu'on va avoir un budget qui va insuffisamment investir, notamment en termes d'industrie, etc., par exemple sur la question écologique et autres. Donc, il ne va pas résoudre les problèmes qui sont devant nous. Donc, ce budget est mauvais. Le paradoxe, Éric Coquerel, en entendant Amélie de Montchalin, ça nous a tous frappés ce matin, c'est qu'elle a l'air de dire que le 49.3, c'est pas du tout certain, mais pas à cause des socialistes, à cause des Républicains et singulièrement à cause de M. Retailleau et de la droite sénatoriale qui pourrait rouvrir le texte. Et alors là, en fait, ce qu'elle reproche au Sénat, si je comprends bien, parce qu'effectivement, finalement, c'est plus vers le Sénat que ses yeux avaient l'air de se tourner. C'est pas de bloquer, parce qu'ils peuvent pas empêcher, mais c'est de faire traîner, de rendre une forme de confusion politique. De faire traîner et de mettre Laurent Wauquiez à l'Assemblée devant ses responsabilités, de contredire la droite sénatoriale en finalement ne censurant pas au moment d'un énième 49.3. C'est pas mal que vous me l'expliquiez parce que moi j'avais rien compris. Eh ben oui, je vais être tout à fait honnête, je n'avais. Ça c'est un récit. Non, je suis désolé. Franchement, moi j'ai du mal à comprendre cette histoire. Et du coup, Amélie de Montchalin a l'air de dire, finalement, les ordonnances c'est peut-être pas plus mal parce qu'il y aura peut-être plus de gouvernement, mais au moins on aura un budget. Alors moi je crois que les ordonnances, ça fait partie là aussi du récit. Excusez-moi, c'est-à-dire que on a menacé des ordonnances. Et ça permet de dire que ce qui théoriquement était exclu, le 49.3, devient quasiment acceptable, notamment pour le groupe socialiste quand on avait fait une ligne rouge. Ah bon. Donc moi je crois que ça sert à ça. Le Parti socialiste a l'air de demander le 49.3, c'est ironique. Voilà, mais c'est à ça que sert la menace des ordonnances. Pourquoi les ordonnances, à mon avis, ça n'a pas d'actualité? En réalité, c'est que les ordonnances, c'est le texte initial. Alors je sais qu'il y a eu des débats entre constitutionnalistes, mais franchement, j'ai regardé, j'ai fait un document assez important avec mon administration. Avec, possiblement une loi rectificative déposée au même moment. Oui, mais donc ça veut dire que, c'était le texte initial, les socialistes avaient dit, même nous on va censurer, parce que si c'est le texte initial, c'est inassumable pour nous, et il faut croire sur parole un projet de loi de finances rectificative, ça fait beaucoup, et en plus de ça pour le gouvernement, un projet de loi de finances rectificative fait que vous allez rediscuter budget plus tard. Il faudrait le voter, donc, évidemment. moi, j'y crois pas. Je moi pense que c'est le cas. Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous. Quand je l'ai vu face à moi, épouvantail pour justifier l'adoption du 49.3. La crainte essentielle aussi. Je vais vous dire, la preuve, je vous la donne rapidement. C'est que, vous savez qu'on est arrivé jeudi, on allait terminer le texte le vendredi. Voilà. Je dis ça m'a amusé parce qu'on nous a accusé de ralentir le débat, on les avait tellement accélérés que le gouvernement était paniqué parce qu'on allait arriver au texte. Si le gouvernement avait voulu les ordonnances, il nous aurait laissé battre le texte. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si on avait battu le texte, là, on rentrait éventuellement, c'est un technique, mais dans une navette perpétuelle avec le Sénat. Et donc là, ils auraient pu dire, bon, voilà, c'est invivable. C'est invivable, là, on met les ordonnances. Ils ne l'ont pas fait, donc moi, je pense que ça renforce l'idée que c'est... Donc les ordonnances ne sont brandies que pour contraindre le PS à dire tout sauf les ordonnances, donnez-nous donc 49.3. Donnez-nous le 49.3. Parce que la crainte apolline de Sébastien Lecornu, c'est quand même, dit-il, il veut discuter du fond, c'est ce qu'il dit en privé,
et qu'une fois qu'il appuie, si j'ose dire, sur le bouton de l'outil, ordonnance ou 49.3, on ne rouvre pas éternellement le dossier pour rajouter des trucs sur le fond. La comparaison, sauf que si y a loi rectificative. La comparaison qu'il fait en privé, c'est, on sait qu'il aime bien cuisiner, il fait une métaphore culinaire, il dit on va bien ficeler le rôti d'abord, on met la farce, mais une fois qu'on l'a mis au four, on va pas le ressortir pour remettre des pruneaux dedans. Il aime bien être photographié sur le marché avec des poireaux qui sortent à l'ancienne, j'allais dire. Mais en gros, donc il dit c'est ça, je veux bien prendre quelques jours de plus qu'il a fait ce week-end pour négocier avec les socialistes pour parler du fond, mais une fois qu'on a topé, qu'on a choisi l'outil, qu'on a appuyé 49.3 ordonnance, on ne se retourne pas et on y va, quoi. Sinon qu'aujourd'hui, Amélie de Montchalin donnait vraiment l'impression que dans le doute, il y avait que les ordonnances pour sortir des ornières. Vous maintenez la pression comme ça. Vous maintenez la pression parce que En fait, pour avoir un engagement clair... Vous avez raison de dire une chose, c'est que les Républicains, quand même, dans toute cette affaire, il faut comprendre que ce qui est donné à un moment donné, entre guillemets, concédé, on va peut-être y revenir, parce que je pense que c'est quelques miettes selon moi. Enfin, ce qui est concédé aux socialistes pour pouvoir habiller le fait qu'ils permettent au gouvernement de se maintenir. À un moment donné, insupportent les Républicains. Parce qu'en plus, on ne reprend pas les recettes des Républicains qui étaient en gros un rabot sur tous les ministères. C'est-à-dire des baisses de budget sur tous les ministères. Bon, donc évidemment, il y a toujours un risque qu'après, si les uns ne votent pas la censure, les autres votent la censure. De ce que je sais, au Parlement, le risque n'existe pas. Voilà, c'est ce que je sais. Donc tout ça est un peu de la bille. La censure n'a aucune chance de passer. Là, au moment où on se parle, de ce que j'entends des socialistes et de ce que j'entends des Républicains de l'Assemblée, non. Non, il n'y a pas, en réalité, le risque est surjoué, mais il n'y a pas de risque. Le risque est surjoué. Maintenant, ce qui peut se passer, alors ça, c'est les groupes. Maintenant, après, vous pouvez avoir... Vous savez, la censure qui n'est pas passée l'autre jour, elle n'est pas passée à 30 voix près. Ouais. Il suffit qu'une partie du groupe socialiste, ou par exemple des Républicains vraiment mécontents, finissent par dire bon, non, c'est pas possible, mais il faudrait ça dérape. Que ce soit des gens qui acceptent aussi de prendre le risque, y compris de rejouer leur propre siège. Absolument. Ce qui est une menace encore plus grande. Voilà. Et sans doute, cela pourrait les décourager effectivement d'aller vers la censure par peur de Le Cornu perdre... a mis la pression sur les élections la dissolution. En même temps que les municipales, ce qui a effrayé tous ceux qui avaient des positions dans les villes où ils se sont dit s'il y a un vote national en même temps que les municipales. Alors maintenant, deux questions sur le fond que j'aimerais beaucoup qu'on puisse étudier avec vous, Éric Coquerel. La question effectivement des concessions qui ont été faites au Parti socialiste et ensuite la question quand même de ce consentement à l'impôt. Si on... Et c'est là qu'il faut voir qui dit vrai. Si en effet des milliers de contribuables extrêmement fortunés ne payent pas d'impôts. C'est quand même ce que dit l'ancien ministre de l'économie. Sur les concessions d'abord, surtaxe sur les grandes entreprises, ce sera donc 8 milliards au lieu de 4. Repas étudiants à 1 euro généralisé, augmentation des moyens pour le logement social, le fonds vert, le maintien en effet de ma prime rénov, la hausse de la prime d'activité. Est-ce que tout ça vous paraît quand même aller dans le bon sens, pour reprendre les mots du Parti socialiste ? Bah écoutez, il suffit de regarder, alors d'abord, sur les entreprises, c'est ce qui a été fait l'an dernier. On est en train de prolonger... Mais il leur avait promis que ça ne serait pas fait cette année. Peut-être, mais enfin, on est en train de prolonger ce qui a été fait l'an dernier. Tout à fait. Il y avait 8 milliards, je pense même que ça va être un peu moins, parce qu'il me semble avoir compris qu'on enlevait les ETI, les entreprises intermédiaires. Donc j'ai calculé 300 entreprises au lieu de 400 l'année dernière. Donc j'ai calculé qu'en gros, on va être plus près de 7 milliards que de 8, mais je pense qu'ils mettent dedans la taxation spécifique sur les transporteurs, en réalité CGM, qui va être dedans. Donc en réalité, ça va être un peu moins globalement, mais ils le renouvellent. Mais par contre, il n'y a pas de nouvelles mesures. J'ai entendu la ministre tout à l'heure parler de la taxe holding. La taxe holding est réduite à néant. Donc l'effort demandé, dans tout le débat de l'effort à faire pour réduire le déficit, paradoxalement, l'effort demandé là dans la copie qui se dessine vis-à-vis des grandes entreprises et plus encore vis-à-vis des grandes fortunes, elle est moindre que l'an dernier en proportion par rapport aux coûts budgétaires qui vont impacter les ministères et le pouvoir d'achat des Français. Donc le budget est pire que l'an dernier. La taxe sur la holding, c'est censé être une réponse notamment effectivement à ces déclarations assez fracassantes du précédent ministre de l'économie, M. Lombard, pourtant lui-même faisant partie de ce bloc normalement socialiste macroniste et qui aujourd'hui a quand même lâché une bombe disant que des milliers de contribuables fortunés ne payaient aucun impôt. Voilà la réponse d'Amélie de Montchalin. Il y a effectivement des milliers de personnes qui aujourd'hui payent moins d'impôts que ce qu'elles devraient parce que nous avons des phénomènes d'optimisation, de suroptimisation fiscale. Mais je le dis vraiment très solennellement, s'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui payaient 0 impôt sur le revenu alors qu'ils sont fortunés, 1, ça fait longtemps qu'on l'aurait su, 2, ça fait longtemps qu'on l'aurait combattu. Ça vous fait rire ? Oui, ça me fait rire parce que, excusez-moi, mais ça... Bon, dans toute cette affaire, pour bien comprendre, il y a
quelques années, il y a une étude faite par l'Institut des politiques publiques sur 2023 qui établissait que les 150 personnes les plus riches de ce pays payaient moins de 2% d'impôt sur le revenu. Ça, c'est factuel. Personne ne le remet en question. C'est des données de Bercy. Et que donc, en réalité, ils avaient transféré, notamment parce que avec Monsieur Macron, vous aviez eu des cadeaux fiscaux ou un allègement fiscal sur les revenus du capital, pour aller vite. Ils transféraient le revenu sur soit du patrimoine non professionnel, voire même du patrimoine professionnel. D'accord ? Et que donc ça faisait que, en gros, ils étaient imposés, tout compris, moitié moins que les Français. Alors qu'ils gagnent proportionnellement moitié moins que les Français. Et donc, ça coûtait des dizaines de milliards à l'État. Ça, c'était l'étude qu'on avait. Là, il y a la sortie de M. Lombard, donc je l'ai été la vérifier. D'accord ? Donc, j'étais à Bercy. Alors, effectivement, c'est pas zéro impôt sur le revenu, c'est milliers de personnes, mais c'est vraiment très, très peu d'impôt sur le revenu. Donc, ce que dit Amélie de Montchalin est juste. C'est moi qui dis les choses, elle confirme ce que j'ai dit plutôt. Voilà, remettons dans l'autre sens. Parce que c'est juste, mais c'est un peu tard. Pourquoi ? Parce que dans ce projet de loi de finances, il n'y a rien qui s'attaque à ça. Non. Vous allez avoir une taxation sur les entreprises, sur l'IS, mais il n'y a rien qui s'attaque à ces dizaines de milliards d'euros qui se cumulent, qui fait que, là, il y a des chiffres d'Oxfam qui viennent de sortir, qui fait que les 53 milliardaires de ce pays ont une richesse équivalente à 32 millions de la population et ont vu leur richesse doubler depuis 2017. Mais ça, c'est parti. Mais à chaque fois, dans ces chiffres-là, vous mettez les biens professionnels, vous mettez la valeur de l'action. C'est extrêmement trompeur. Mais non, c'est pas trompeur. Non, madame, c'est pas trompeur. Mais Géraldine, pardon, ce qui n'est pas trompeur, parce que ça, c'est vrai, là, je suis d'accord avec toi, mais ce qui n'est pas trompeur, c'est que la fiscalité de cette frange qui vraiment représente 0,01%, mais cela paye 2 fois, 3 fois, 4 fois moins d'impôts que la moyenne des contribuables. Ça, c'est un fait. Pardon, je suis désolé. C'est un fait. Figurez-vous, j'ai vu autre chose à Bercy qui est intéressant. Allez-y. J'ai vu autre chose à Bercy qui est intéressant pour bien comprendre. Donc, pour refaire le film et pour répondre à madame, en 81, on a créé l'ISF. Et à ce moment-là, dans l'ISF, était prévu de taxer les revenus professionnels. Et puis, il y a eu un amendement qui est dit amendement Bettencourt, qui a été demandé par Mme Bettencourt, qui a dit on exclut les biens professionnels. Il y a des pays qui n'excluent pas les biens professionnels, hein, je vous le dis comme ça. On exclut les biens professionnels. Donc déjà, ça a été exclu, et cette conséquence a fait qu'on ne sait pas les estimer. C'est-à-dire que, comme ils ne sont pas déclaratifs, vous allez à Bercy et vous demandez combien, par exemple, ça permettrait de gagner si on taxait les biens professionnels. Ils sont incapables de vous le dire. Mais et alors maintenant, bis repetitas, c'est que les biens non professionnels qui étaient dans l'ISF jusqu'à 2016, d'accord, qui ne sont plus dans le 2016, et bien maintenant, Bercy est incapable de les mesurer, puisque ce n'est même plus déclaratif. Donc il y a des gens non seulement qui échappent à l'impôt, mais leur fortune échappe à toute estimation. Et donc à partir de là, il y a une injustice totale, puis surtout ça nous coûte beaucoup d'argent. Des banques à gagner de dizaines de milliards. Des dizaines de milliards. Libération, vos confrères de Libération avaient fait une étude simplement sur le IPP Bercy, parce que là au moins c'est factuel, il y en a une nouvelle qui se prépare, ça va être intéressant. IPP Bercy sur les 150 personnes les plus riches. Et ils avaient juste fait quelque chose, ils avaient dit, si on prend l'équivalent de leur fortune et qu'on leur impose, on les impose à 46%, c'est-à-dire le taux marginal d'impôt le plus élevé, on va dire pour les personnes riches, entre guillemets, qui sont assujetties à l'impôt sur le revenu. Le différentiel entre les deux, c'était 18 milliards d'euros. Sur 150 personnes. Donc sur quelques milliers, je le dis aujourd'hui, c'est des dizaines de milliards d'euros qu'il manque à l'État. Et la question, c'est pas de les taxer plus, hein. On a bien entendu, c'est juste qu'ils soient imposés comme tout le monde. Merci beaucoup Éric Coquerel d'être venu ce matin. Vous êtes président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. On se retrouve